Reprise du championnat national de première division. Est-ce vraiment la relance de ce championnat qui est revenu à une poule unique? Parce que les 14 équipes devraient désormais s'affronter. Nous allons également parler de la qualification second tour des Panthers U23 qui ont disposé de Madagascar 4-0 au match retour avant de gagner 1-0 à Madagascar. Nous allons également parler de la détection de jeunes talents. On parle de football pour cette première édition. Merci d'avoir choisi Gabon 24. L'émission, ce Multisport 24, tout au long de ces 26 minutes, nous allons parler de football et encore de football. Et pour en parler avec moi, naturellement, que Jadouv Moumba, ancien international gabonais, qui se connaît quand on parle de football au niveau du Gabon. C'est un nom qu'on ne peut pas épargner, qu'on ne peut pas éloigner du football. Jadouv, merci d'être sur le plateau de Gabon 24, même si il faut dire que vous avez fui un temps. Je ne dis pas plus, mais merci Gaël, merci à nos téléspectateurs. D'accord, et puis nous allons parler également de jeunes talents, de la détection des jeunes également au Gabon avec l'ONG WAMI Talent Omnisport. Et pour en parler avec nous, son secrétaire général, M. Alban Kroll Mayombo, j'espère que j'ai bien prononcé le Kroll. Oui, c'est très bien prononcé. Merci, M. Gaël Mapassi. C'est nous qui vous remercions d'être sur le plateau de Gabon 24. On parle de détection de talent, surtout qu'on parle de U23. On aura certainement besoin de ces talents-là pour renforcer notre équipe U23, mais pourquoi pas l'équipe nationale première également, avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui ne sont pas encore terminées. Jadouv, ce week-end, tous les amoureux de football étaient joyeux. Tout a enfin démarré, on va dire un peu à l'heure, malgré des petits couacs. Tout n'a pas été parfait, mais le championnat national a bel et bien repris. Je vous propose ensemble de regarder cet élément et puis on se retrouve derrière. Aucun retard à l'allumage. Prévu pour démarrer le 29 octobre 2022, le championnat national de football de première division a bel et bien repris ce week-end sur l'ensemble du pays, avec de belles rencontres à la clé. Reprise timide, mais reprise tout de même, puisque la question de la subvention des clubs engagés dans ce championnat n'a pas encore été réglée totalement. Mais en attendant sur le terrain, coach et joueurs ne se privent pas et prennent du plaisir à jouer chacun son rôle tout en espérant des lendemains meilleurs. Petite nouveauté pour cette saison 2022-2023, le retour à une formule d'une poule unique composée de 14 clubs et non plus comme lors de la précédente saison. De quoi donner au sélectionneur national Patrice Neveu une belle perspective pour les joutes à venir puisque le technicien français pourra désormais compter sur les joueurs locaux. Toutefois, une pause sera observée en novembre en raison du démarrage de la Coupe du Monde au Qatar. Jadouv Moumba, autour de ce championnat-là, beaucoup de questions s'étaient posées déjà la saison dernière avec les primes. Il y avait aussi la question des arriérés de salaire des joueurs qui n'a pas encore été réglée totalement, il faut qu'on le rappelle. Et la subvention des clubs, mais aujourd'hui, le championnat est là. Il y a le ministre qui a reçu l'ensemble des acteurs de la famille de football quelques jours, sinon une semaine avant la reprise de ce championnat. Des promesses ont encore été faites, des gestes également, parce qu'il y a certaines équipes qui ont reçu leur per diem, mais le championnat revient à une poule unique, comme ça se faisait avant. Est-ce qu'il faut espérer des lendemains meilleurs? Oui, il faut déjà dire que le retour à la normale est quelque chose d'intéressant, de savoir qu'on a donné une date et pour une fois on a pu la respecter. Ça, c'est pas fait, je dirais, depuis peut-être 10 ans. Hein. C'est assez intéressant. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose lorsqu'on sait que il y a pas mal de principes qui n'ont pas été respectés. Je pense notamment à la période dite d'intersaison où il faudra permettre aux organismes de revenir à la pratique, faire une bonne préparation pour justement après permettre aux garçons d'être en forme et puis produire quelque chose d'assez intéressant. Là, il faut dire la vérité, c'est qu'on a quand même bâclé la préparation. C'est aussi le reflet de l'atmosphère de notre environnement. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison précédente, l'organisateur, donc la LINAF, le ministre, a bel et bien annoncé que le championnat se débutera fin octobre. Mais de l'autre côté, les partenaires qui sont les clubs ne se sont pas attelés à reprendre les entraînements plus tôt pour permettre, n'est-ce pas, à leurs joueurs d'être en forme. Tout simplement parce que, comme on le dit depuis un certain nombre d'années, le modèle économique de notre championnat pose problème parce que tout le monde attend que l'argent revienne du ministère. Ce format-là, malheureusement, continue de faire du mal. Et derrière ça, il y a aussi que le statut du footballeur, on ne le sait, on ne le connaît pas. On a des footballeurs aujourd'hui qui sont employés à X clubs, mais qui sont payés
directement par le ministère, je dirais, via la Ligue. C'est quelque chose que le Gabon a créé, mais qui malheureusement ne produit pas forcément le bon résultat. Parce qu'on a pu voir lors de la première journée que le spectacle n'est pas forcément celui qu'on attend, surtout qu'on sait derrière ça qu'il y a une volonté de la part du ministre et de la Ligue et même de la Fédération, par le canal de IFAB Sport, cette agence avec qui on a pris un contrat pour la publicité de notre championnat, qui va permettre, n'est-ce pas, de s'autofinancer d'ici quelques années. Mais si en amont, nous ne proposons pas un réel spectacle, quelle est l'entreprise ou le mécène qui viendra s'intéresser à un football qui ne se pratique pas avec les principes basiques, je dirais, parce que la préparation obéit bien sûr à des normes. Mais là, pour ce qui est de ces débuts, c'est déjà intéressant de reprendre, mais les clubs auraient dû anticiper tout cela en permettant à leurs joueurs de commencer très tôt pour que le spectacle soit au rendez-vous à la date du 29. Donc, à qui la faute quand on parle de spectacle qui n'était pas au rendez-vous pour cette reprise? Est-ce qu'il faut encore une fois de plus jeter la pierre sur le ministère, ou alors que c'est un manque d'organisation de la part des dirigeants des clubs? Alors, pour ce qui concerne les questions du football et de notre organisation, j'évite souvent de pointer du doigt sur une seule personne. Parce qu'il y a tellement de parties prenantes que si chacun ne joue pas sa partition, il sera difficile d'atteindre les objectifs. Aujourd'hui, on parle de modèle économique parce que c'est l'État qui met de l'argent. Mais demain, si c'est un investisseur, rassurez-vous que s'il ne trouve pas son compte, il s'en ira même en cours de saison et ça va forcément poser un problème. Il faudra que chacun joue sa partition. Et je pense que jusqu'à preuve de contraire, le championnat gabonais a été décrété professionnel. On a connu les limites que ça a connues. On est revenu à un championnat amateur où on avait des formats qu'on essayait de rafistoler. Mais là, on a décidé de repartir à la normale, c'est-à-dire que les 14 clubs s'affronteront en aller-retour. Ça va permettre justement à retrouver déjà un championnat d'une bonne forme. Maintenant, il faut essayer de garder la régularité. On sait qu'on a eu un championnat de 2 mois il n'y a pas longtemps, mais on a repris quasiment 3 mois après. C'est encore lent, mais c'est déjà intéressant de reprendre à cette date-là. Il faut essayer de pérenniser ça, mais surtout que le patron du football, je ne cesse de le dire, c'est la FEGAFOOT. On a un championnat amateur. Il ne faut pas qu'on se cache, il n'est pas professionnel. Si l'amateur, la LINAF étant un des membres de la fédération, il faut que cet environnement soit assaini, il faut que les rapports entre la fédération, la ligue, les clubs, les arbitres, les joueurs soient encore un peu mieux pour que l'environnement soit assaini. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à gagner. Il faut le rappeler, le football, c'est une industrie. Ailleurs, le football c'est une économie, ça crée de l'argent, ça emploie des gens. Pourquoi pas chez nous? Lorsqu'on sait que nous avons une population mais vraiment très exigeante et passionnante, parce qu'on le voit toujours, même quand on crie, on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais chaque week-end, les stades sont pleins. On a encore vu à cette saison-là l'ouverture du championnat avec le derby entre Vautour et Missile. Le stade de Monédan a refusé du monde. C'est parce que les gens, c'est de façon spontanée qu'on s'intéresse à la chose. Donc, normalement, les organisateurs, les dirigeants devraient surfer sur cet engouement-là pour créer quelque chose de sobre, sans toutefois aller inventer des formules, mais quelque chose de sobre, d'assez intéressant, mais surtout de régulier. C'est dans la régularité que les spectateurs trouveront l'intérêt, mais surtout que le sportif aussi va progresser. Il faut le dire que, on le voit ailleurs, on joue quasiment 7-8 mois, mais on a 3 semaines de repos. Parce que le corps, justement, s'il reste longtemps à l'arrêt, lorsqu'il reviendra à l'entraînement, il faudra refaire un travail à zéro. Ce sont des athlètes de haut niveau. Ils ont besoin d'être tout le temps en train de travailler pour justement garder le rythme du cœur, les muscles en activité. Et c'est ça, c'est le fait de beaucoup jouer qui fait en sorte que le joueur progresse. Ce n'est pas le fait de s'entraîner. On peut beau s'entraîner, mais il faut favoriser la compétition. Et je pense que le passage de Gianni Infantino dans nos murs lors de son dernier voyage, il a dit clairement à la fédération, les murs c'est beau, les stades c'est beau, mais si ça ne joue pas, ça ne sert à rien. Donc ce serait intéressant que toutes les parties prenantes essaient de jouer leur partition, parce que le football, il appartient à tout le monde. Alban Krol, vous avez forcément votre regard, puisque vous êtes dans la détection des jeunes, en parlant toujours de football. Quel regard que vous jetez sur le paysage du football national?
Bon, déjà, dire que c'est une très bonne chose, comme l'a si bien dit M. Jadiv, que le championnat reprenne rapidement pour permettre à nos jeunes, effectivement, d'être en jambes et qui pourront servir de vivrier pour les futures sélections, notamment les U23 qui sont en compétition et l'équipe nationale, pourquoi pas. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons également des talents au niveau du Gabon qui demandent juste à être mis en valeur. Donc, c'est une très bonne chose que le championnat reprenne, que les activités, comme a dit si bien Jadiv, que le milieu sportif gabonais et le football en particulier soit assaini, que les différentes parties essaient de plus ou moins s'asseoir et puis voilà, que le championnat puisse bien se dérouler et que nos jeunes puissent nous produire du bon spectacle dans les stades. D'accord, on va un peu anticiper, parce que vous êtes là également pour parler de détection, mais on va un peu anticiper sur ce que vous faites en parlant justement du milieu, de l'écosystème du football qui n'est pas forcément celui que l'on veut au niveau du Gabon. Est-ce que dans cet écosystème-là, vous arrivez à évoluer dans ce que vous faites dans votre travail de détection? Déjà, il faut dire que l'ONG OAMI, c'est une jeune ONG qui existe depuis bientôt 3 ou 4 ans. Vous savez que les débuts sont toujours difficiles parce que le milieu lui-même, il est difficile. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour tirer notre épingle du jeu. Et je pense que pour le moment, tout se passe très bien. D'accord, on l'espère. Jadu, on parle toujours d'assainissement du football, du milieu, de l'atmosphère, de l'écosystème du football. Mais il y a que, vous l'avez bien dit dans vos propos en entame d'émission, l'IFAB qui est là maintenant. On a reçu M. Durand ici, mais la question s'est posée parce que M. Durand n'est pas le premier technicien qu'on prend pour essayer d'arranger ce football-là, lui donner du sens, d'un véritable sens pour faire avancer les choses. Est-ce que là, on peut espérer quelque chose de votre regard de spécialiste de la chose au niveau du Gabon quand on parle de football? Je pense que ce ne sera pas avec un coup de bâton magique qu'on va changer les choses. Ce sera une question de volonté. Et la volonté ne peut pas venir d'une agence aussi experte soit-elle. C'est d'abord la volonté des autochtones, des personnes sur place, des dirigeants. On a déjà connu des meilleurs moments dans le football au Gabon. Il faut pas se le cacher. On a eu des meilleurs moments dans le football. Ça a été organisé. Jusqu'à ce jour, je pense que tout Gabonais a encore ça à la gorge à Cannes 2012. En termes d'organisation, de management, je pense qu'on a démontré aux yeux du monde que le Gabon est capable de faire des choses. Comment voulez-vous qu'on ait organisé grandeur nature, une compétition continentale, qu'on soit incapable d'organiser un championnat national? Ça ne s'explique pas. C'est tout simplement parce que l'environnement n'est pas assaini. Chacun tire la corde de son côté. Il faudrait que chacun joue sa partition. Je répète, la fédération est le patron du football. Il faudrait que la fédération prenne ses responsabilités. Elle est en charge du football amateur, mais aussi un regard sur le football professionnel parce que la Ligue est un démembrement de la fédération. Il ne faut pas se le cacher. Après, on peut emmener tel expert, X expert. On a eu les Espagnols lors de l'avènement du championnat professionnel. On a décrié que ça s'est fait, les décisions sont prises ailleurs. On n'a pas été consulté. Et on a connu l'échec. Là encore, pendant que d'autres disent on a pris un expert, mais il y a aussi d'autres qui disent on va voir ce que ça va donner parce que nous ne sommes pas encore ensemble. Le football est un jeu collectif. Mais le collectif ne doit pas régner que sur le terrain. Il faut qu'en dehors du terrain, les dirigeants, les arbitres, les footballeurs, tout le monde conjugue vers le même objectif. D'accord, on espère. Et on fait confiance à M. Éric Durand au-delà de la volonté. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse une magie. Je pense qu'il viendra mettre en exergue ses connaissances. Oui, bien sûr. Il fait beaucoup dans son domaine de compétence, c'est la publicité. Aujourd'hui, il peut vouloir vendre le championnat gabonais. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui ne sont pas pris en compte pour que le spectacle soit au rendez-vous. Je prends le tout petit exemple qui est les aires de jeu. Vous allez remarquer que le championnat se joue bien sûr des aires de jeu qui sont, je dirais, caduques. Ça ne permet pas aux artistes de s'exprimer. Rien que ça pose problème parce que même si on retransmet sur la plus belle chaîne du monde, la qualité d'air de jeu est déplorable. Et ça ne permet même pas, même si le footballeur est bien entraîné, il ne peut pas vous produire le bon football. Même si c'était Messi qui jouait sur ces aires de jeu-là, ça va être difficile. Derrière ça, vous avez aussi la qualité de nos encadreurs. La qualité des dirigeants d'abord et derrière la qualité de nos encadreurs. Il faut que la fédération permette à nos encadreurs de former encore davantage. De se former,
de faire des remises à niveau quasiment chaque année parce que le football, il va tellement vite. Il faut qu'on s'arrime à ce qui se fait ailleurs. On n'a pas besoin d'aller voir l'Europe parce que c'est à des années-lumière de ce que l'on connaît. Mais on a des petits pays qui progressent. La Côte d'Ivoire est en train de nous démontrer depuis quelques années. On regarde les matchs sur des chaînes de télé, que leur football est en train... Ils ont une identité qui se dévoile. Le Burkina emboîte le pas. Le Bénin, tout récemment, vient de mettre en place un projet qui est en train de prendre le pas. Ils n'ont pas forcément eu une expertise, à faire appel à une experts extérieurs. Local, sur le plan local, je pense qu'il y a des hommes, parce qu'on l'a déjà démontré, mais l'intérêt serait que chacun joue sa partition. Et ça passe par l'assainissement. Et en parlant de formation, on se rappelle ce séminaire de formation animé et organisé par Jérôme Efonzolo sur les 17 lois du football. Voilà. Tellement des choses ont évolué, comme vous le dites, au niveau de ces lois-là, on a appris tellement de choses. On en parlait déjà à l'émission précédente. C'était bien. Nous espérons simplement que la FEGAFOOT va continuer dans cet élan-là parce qu'il faut également des formateurs. Là, on parle bien formés. Mais je peux vous dire qu'il y a des footballeurs qui ne connaissent pas. Même des entraîneurs, si vous leur dites, ne vous citez pas les articles, mais les 17 lois. Lois, impossible. Parce que c'est tout ça, en fait. C'est un environnement qu'il faudra assainir. Et ça passe par une concertation. Et vraiment, il faut que ce soit franc. On a eu les assises du football qui ont décliné une certaine méthode à faire. Mais derrière ça, si les hommes ne suivent pas, s'il n'y a pas la volonté, s'il n'y a pas le suivi et s'il n'y a pas la sanction, parce qu'il faut le dire, on a beau mettre des textes en place, si derrière ça, le suivi n'est pas mis en place, s'il n'y a pas de sanction, ça va toujours être le bis repetita et malheureusement. D'accord. Pendant ce temps, on jubile quand même parce qu'on a les U23 qui ont fait une belle opération, cette double confrontation avec Madagascar, remportée haut la main par les Pantereaux du Gabon qui ont gagné 1-0 à Madagascar et qui sont venus pulvériser Madagascar à domicile à Franceville, au stade de Rénovation. Regarde ce résumé, puis on se retrouve derrière. Elles avaient commencé le job il y a une semaine au match aller à Madagascar. Elles l'ont terminé ce week-end de la plus belle manière. Sur le stade Rénovation de Franceville, les Panthères du Gabon U23 n'ont fait que d'une bouchée leurs adversaires en dominant les Barreas de Madagascar 4-0 au grand bonheur du sélectionneur Sationé Ibela qui a pour mission de qualifier les Panthères du Gabon pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Une satisfaction malgré les quelques réglages apportés dans le groupe. Je pense que sur le plan technique, il y a pas mal de choses à revoir. Il y a des choses il y a déjà l'existant, on a déjà un groupe. Sur le plan organisationnel, il y a des choses également à améliorer. Ces deux paramètres peuvent nous permettre d'être plus efficaces et plus performants. La tradition a donc été respectée. La citadelle du stade Rénovation de Franceville est décidément imprenable. C'est bien pour le moral et surtout pour la confiance, mais le plus dur reste à faire. Il faut donc revenir à la réalité et bien préparer la prochaine rencontre. Je pense qu'on a commencé par mettre en place un thème de base et le reste, c'est des part et d'autre qu'il faut le faire pour que nous ayons une équipe assez compétitive en termes de préparation, en termes d'organisation. Donc une bonne préparation serait la base même du challenge pour les matchs à venir. Vainqueur de l'édition 2011 au Maroc, le coach Sationé Ibela et ses protégés ont à cœur de se qualifier pour réitérer cet exploit qui avait permis au Gabon de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Pour cela, il va falloir battre le Cameroun qui s'est également qualifié ce dimanche 30 octobre grâce à sa victoire au match aller 3-2 contre les Palancas Negras d'Angola qui les ont contrés au nul au match retour 0 but partout. Le prochain rendez-vous pour les Panthères est pris pour le mois de mars pour une double confrontation décisive. De bon augure pour nos jeunes, les Alives. Et bon augure, félicitations aux garçons parce qu'ils ont su aller la chercher. Après, pour ce qui me concerne, je ne trouve pas qu'il y ait un exploit. Ça va surprendre. Mais Madagascar, quand même, c'est une équipe qu'on craignait. Non, je ne pense pas. Madagascar... Sur le plan du football, Gabon-Madagascar, je pense que l'écart est là. Donc quand on parle de petite catégorie, quand même, c'est une belle équipe. Se le cacher. Ils sont en reconstruction, il faut le dire. Il y a un projet et on voit bien les résultats de leur équipe nationale A. C'est parce que derrière, la fédération malgache a mis en place un projet depuis un certain nombre d'années qui est en train de donner. Il n'y a pas très longtemps, c'est des équipes qui ne s'inscrivaient même pas en petite catégorie. Ils ont pris l'habitude et ils prennent goût justement parce qu'il y a des résultats en équipe avec l'équipe première. Mais pour le Gabon, qui est détenteur de ce trophée-là, le tour
deuxième tour contre le Madagascar, ne pas se qualifier, c'est ça le problème. C'est ça la catastrophe. Mais se qualifier, à mon sens, ça doit être logique. Maintenant, on a le prochain adversaire qui est le Cameroun. Je pense que là, c'est là où le Gabon doit pouvoir démontrer que nous avons atteint notre niveau. Parce que là, c'est un adversaire qui a notre taille. Même si on sait que le Cameroun est un cran au-dessus de nous. Mais à cette catégorie, surtout que nous sommes détenteurs quand même d'un trophée continental à ce niveau-là, il faut dire qu'on a des arguments, il y a des acquis. C'est pourquoi, dans l'élément précédent, je m'efforçais à répéter qu'on a quand même démontré il y a quelques années ce qu'on était capable de faire. On a organisé une CAN, on a gagné une compétition, notamment la CAN U23. On a joué au JO 2012. On n'a pas été présent en 2016. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes en train de tenter une qualification pour les JO. On devrait pouvoir avoir des acquis de ce parcours-là. Mais on a comme l'impression, lorsqu'on fait un résultat, je dis souvent, on se contente de faire de se glorifier sur des exploits de parcours. Le Gabon aujourd'hui, une qualification, une CAN devait être une formalité. Parce que très souvent, on est soit dans le chapeau 2, chapeau 3. Donc, on n'est pas trop loin des meilleurs. Voilà. Sur le continent, on est compté par les meilleurs. Se dire, un peu comme le Cameroun, le Ghana, quand ils s'engagent à une compétition, il faut qu'on aille minimum, on est en phase finale. Minimum. Et quand on part en phase finale, il faut qu'on vise maintenant le carré. C'est souvent ce qu'on dit, ce qu'on annonce en amont. Et malheureusement, l'organisation, on a écouté le sélectionneur U23 qui disait qu'il fallait améliorer. Il y a des éléments d'amélioration sur le plan organisationnel, mais il reconnaît aussi qu'il a des acquis. Les acquis, c'est quoi? Ce sont nos mêmes jeunes. On a un championnat aujourd'hui qui est, alors là, en moyenne, très jeune. Ce sont des jeunes qui sortent de la 3e division, 2e division, qui aujourd'hui évoluent en équipe, en première division. Donc, à cette catégorie, je ne pense pas qu'on devrait avoir du mal. Et c'est d'ailleurs, je pense, que c'est d'ailleurs ce qui a motivé le bureau fédéral d'inscrire, parce qu'on sait bien qu'il y a eu pas mal de couacs avant que cette équipe ne puisse être appelée à jouer ce match contre la Madagascar. Mais si la fédération a pris sur elle de jouer ce match, parce qu'ils étaient conscients des acquis. Donc je parle notamment d'une potentiel des jeunes dans cette catégorie-là. On a beaucoup d'internationaux qui sont en équipe A, qui sont très jeunes. Qui sont très jeunes. Qui sont de cette catégorie. La difficulté que nous avons, c'est que les U23 n'ont pas de date FIFA. Ouais. Donc il n'y a pas une exigence pour un club de libérer son joueur. C'est justement par rapport au rapport que la fédération peut avoir avec X club qui peut permettre que, lors par exemple, du match contre le Cameroun, qui est un gros morceau, on puisse nous libérer certains de nos jeunes. Et on sait aussi qu'il y avait certains qui étaient blessés. On espère justement que le sélectionneur aura tous les éléments possibles pour lui permettre d'aller chercher cette qualification face au Cameroun. Ben on l'espère. Puisqu'on parle des jeunes, on va introduire ce pourquoi M. Mayombo est présent. La détection des jeunes. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un camp de détection et d'entraînement des jeunes footballeurs gabonais, dont la tranche d'âge varie entre 14 et 18 ans. D'accord. Déjà dire que le camp de détection et d'entraînement aura lieu du 13 au 20 décembre ici à Libreville. Nous avons retenu deux sites, celui du stade de Nzayan et celui de la cité Comilog d'Ovendo. Voilà. Donc c'est un stage d'entraînement et une détection qui verra la participation de Wami Talent Unisport, qui est notre ONG, et un partenaire extérieur qui est Cobra Service, qui est basé en Espagne et en République tchèque. Voilà. D'accord, on va certainement revenir plus en détail lors de la deuxième partie de cette émission. Jadouv, comment appréciez-vous déjà l'initiative? Quand on parle de détection, c'est pas la première fois au niveau du Gabon, mais on a souvent du mal dans les résultats, parce que souvent on fait des détections. Après ces joueurs, là, on ne les voit plus. On a comme l'impression que c'est de la poudrière. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Après, pour ce qui concerne l'ONG OAMI, je pense que depuis un certain nombre d'années, on voit bien les actions qu'il mène sur le terrain. Il essaie de mettre aux jeunes une plateforme pour se donner une chance de croire à leurs rêves. Maintenant, derrière, comme vous venez de le signifier, il ne suffit pas que de mettre la plateforme. Il y a un suivi derrière, il y a un placement, parce qu'aujourd'hui, le marché il est tellement énorme qu'il faut avoir un gros carnet d'adresses pour permettre aux joueurs justement de ne pas qu'avoir
la France, comme c'est fait, il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'ouvrir. Aller vers des championnats mieux organisés, réguliers, pour emmagasiner une expérience, un temps de jeu, et après, pourquoi pas rebondir dans les meilleurs championnats. Donc c'est une opportunité que l'ONG offre. Je pense qu'il faudrait beaucoup communiquer, beaucoup informer pour permettre, n'est-ce pas, au plus grand nombre d'enfants de s'inscrire et de tenter leur chance. La difficulté que je peux relever, c'est qu'on est trop focus sur Libreville. Après, ça peut se comprendre. Il y a un problème de logistique, de moyens, il nous expliquera certainement. Mais je vous assure qu'il y a du talent. Je rentre de l'intérieur du pays. Vous voyez les enfants dans les petits quartiers, derrière les maisons. Ils ne demandent que ça. Mais malheureusement, quand vous vous approchez des adultes, ils vous diront on n'a pas de matériel, on n'a pas de ballon, on n'a pas ci. C'est justement là tout le challenge. Si on a des ligues à l'intérieur du pays qui fonctionnent, des sous-ligues et tout, comme on a connu dans le passé, et le football scolaire, je pense qu'on va pouvoir tirer le plus grand nombre possible. Plus il y aura de la masse, mieux il y aura la sélection. D'accord. De toute façon, c'est tout ce qu'on espère. On va continuer, on va parler de ça toujours dans la deuxième partie de cette émission. La première prend fin. Merci à Jadjuv Boumba pour vos analyses et surtout votre expertise. On vous garde avec nous le temps de poursuivre cette émission. Souffle quelques secondes et puis on se retrouve juste derrière. Allez, deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24 pour nous accompagner pour ces dernières 26 minutes. Une dame qui est trésorière générale de l'ONG WAMI Talent Omnisport, Ruth Christelle Anguet. Merci d'être avec nous. Merci. Et quand on voit les femmes sur un plateau et dans les organisations, généralement on parle d'argent. Donc j'espère qu'on va nous parler d'argent et bien d'argent. Et pour parler d'argent, on veut savoir comment ça se passe déjà. Est-ce que les jeunes, quand ils viennent après détection, est-ce qu'il y a des financements derrière? Est-ce que les jeunes doivent apporter une certaine contribution financière? Déjà, merci pour la question. Effectivement, lorsqu'on voit les femmes, on voit l'argent. Les jeunes, lorsqu'ils s'inscrivent, il y a des frais de participation qui s'élèvent à 20 000 francs. D'accord. Donc les 20 000 francs, ce sont les frais de participation. Une fois les frais de participation payés, ces jeunes ont droit à un kit qu'ils utiliseront durant toute la période de la détection. D'accord. Quand on parle d'organisation de détection, c'est quand même un gros travail qui est derrière. Il y a de la logistique, il y a de la communication. Généralement, quand on parle des ONG au niveau du Gabon, toutes les ONG, je parle sous le contrôle du secrétaire général, on a souvent tendance à nous dire qu'on n'a pas d'argent. Et pourtant, pour organiser ce type d'événement, il faut forcément de moyens. C'est vrai, on n'a pas d'argent, mais c'est d'ailleurs pourquoi nous communiquons. Parce que nous disons nous avons besoin de subventions, nous avons besoin d'appui, nous avons besoin d'assistance multiforme. On n'a pas d'argent et vraiment on compte sur Gabon 24, on compte sur toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, des personnes qui sont intéressées par les jeunes, des milieux défavorisés, parce que c'est d'abord ça l'ONG WAMI Talent, mettre en exergue les talents de ces enfants-là qui n'ont pas les moyens pour intégrer les clubs ou pour avoir des véritables entraînements. D'accord. De toute façon, Gabon 24 va être là pour vous accompagner, comme on fait là maintenant. Oui. On n'a pas d'argent également pour vous accompagner. Et donc, parlez-nous un peu de cette ONG. Elle est née quand? Pourquoi? C'était sur la base d'un constat que cette ONG est née. Comment les choses se sont passées? Bien, merci déjà. Comme je disais tantôt, l'ONG WAMI Talent Omnisport est une ONG récente. Elle est née en 2018. Donc, c'est à Mouila, comme je le disais, c'est à Mouila que l'ONG est basée. Donc, du coup, c'est venu d'une réflexion, encore d'un constat, comme vous l'avez si bien dit, du président Duval Nzembi, qui est un ancien international gabonais. On connaît très bien. Qui vit en République tchèque. Et voilà, il a constaté que c'était difficile pour les jeunes Gabonais de rêver en fait, d'accéder à des clubs professionnels, d'accéder à des entraînements de qualité. Et donc, du coup, il a mûri cette idée selon laquelle il fallait créer une plateforme ou encore un moyen par lequel ces jeunes-là, qui sont issus
milieux défavorisés qui n'ont pas la possibilité de se payer un billet pour aller passer des essais en Europe. Voilà, donc l'ONG sert de passerelle pour ces jeunes-là qui ont envie de rêver, qui ont envie d'être professionnels, qui ont envie de faire du football leur métier. Voilà. D'accord, nous sur cette émission, il n'y a pas que de foot, parce qu'en novembre prochain, dans 3 semaines en gros, il y a le marathon du Gabon, et puis justement la stat de cette semaine nous parle du marathon. Peut-être qu'on va également au cours de ce marathon-là détecter, pourquoi pas, des jeunes talents. C'est temps déjà que le marathon du Gabon bat son plein dans les rues de Libreville, la capitale gabonaise. La course, qui prend de plus en plus de l'ampleur, a pour objectif d'atteindre la mythique barre des 18 000 coureurs. Une course qui regroupe les professionnels et les amateurs sur le même parcours. Cet événement sportif labellisé dans le circuit international des I2AF, World Race Label Events, dans la catégorie des labels de bronze, devrait accueillir à sa 8e édition pas moins de 18 000 coureurs amateurs et professionnels. Depuis le 7 septembre dernier, le comité d'organisation a procédé au lancement officiel des inscriptions de la 8e édition du Marathon du Gabon Harris 2022. Une façon de lancer le décompte des athlètes attendus pour cet événement phare de l'athlétisme au Gabon, dont la barre est arrêtée à un total de 18 000 coureurs. La course se déroulera les 19 et 20 novembre prochains dans les rues de Libreville, et ce, après près de 2 ans d'interruption liée à la pandémie à Covid-19, et verra la participation des hommes et des femmes répartis dans les 6 courses retenues pour les 18 000 coureurs. C'est donc des courses juniors d'1,5 km et 3 km. La course féminine baptisée la Gabonaise, longue de 5 km, le 10 km, le semi-marathon long de 21 km et le marathon avec ses 42 km qui seront battus à vive allure par les coureurs au nombre de 18 000. Des différentes courses qui coûtent respectivement des tarifs de participation de 500, 1500, 2000 et 3000 francs CFA, des tarifs largement à la portée des 18 000 coureurs attendus les 19 et 20 novembre prochains. C'est sous le regard d'Ongoso, la mascotte des courses du Gabon, que les 18 000 coureurs auront la possibilité, selon Waris Moulenda Fatombi, de prendre part à des séances d'entraînement prévues au lycée national Léomba dans le but de booster les chances des 18 000 coureurs amateurs et professionnels devant prendre part à la 8e édition du Marathon du Gabon. Voilà, 18 000 coureurs attendus. Vous avez encore le temps d'aller vous faire inscrire. Plus que quelques semaines, parce que le marathon est prévu pour le 19 et le 20 novembre prochain. On parle de WAMI et de la détection de jeunes talents. Est-ce que parmi vous, vous avez un enfant qui a bénéficié de... Oui, j'ai mon fils qui a bénéficié des services de WAMI Talent, Omnisport, je pense bien en 2021. Il devait se rendre en République tchèque, mais malheureusement, avec la Covid, il n'a pas pu avoir le visa, il est revenu. D'accord. Mais en ce moment, il évolue en Moldavie. D'accord, en Moldavie. Oui, en Moldavie. Très bien. Alors dites-nous, parce qu'il y a quand même une crainte quand on parle des jeunes, vous avez parlé des jeunes dont la tranche d'âge varie jusqu'à 18 ans, c'est ça? Et il y a eu un scandale qui a éclaboussé le niveau de football au niveau gabonais, ce scandale de pédophilie. Quel est votre discours? Est-ce que quand vous allez vers les familles, il n'y a pas cette crainte-là? Et vous, à votre niveau, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour éviter que ces jeunes ne subissent ces sévices? Bien, déjà, il faut dire que cet événement, encore ce scandale a carrément éclaboussé, comme l'a si bien dit, le football gabonais. Et aujourd'hui, les parents sont plus ou moins réticents à l'idée de savoir qu'il faut confier leurs enfants à des étrangers ou à des inconnus. Mais nous, l'ONG WAMI Talent, nous essayons au maximum de rassurer les parents en leur disant que nous offrons des services de qualité. Nos partenaires que nous avons à l'étranger, c'est des professionnels et que nous avons un droit de regard sur ces jeunes lorsqu'ils sont envoyés à l'étranger. Voilà. Le droit de regard se fait à distance ou bien sur place? Déjà, comme je disais, le président de l'ONG WAMI Talent Omnisport du Val-Nzembi est à cheval entre le Gabon et la République tchèque, parfois la Bolivie et l'Espagne. Donc du coup, à l'instant T, nous avons automatiquement les informations qui nous reviennent. Lorsque nous avons un cas d'indiscipline, lorsque nous avons un souci particulier avec le jeune que nous envoyons à l'étranger, automatiquement nous avons l'information et on prend les mesures nécessaires qui vont avec. Et pour cette détection qui est prévue pour décembre prochain, qui est derrière vous? Quel club qui est partenaire de cette édition? Bien, déjà, nous avons un partenaire extérieur qui est Cobra Service, qui est un groupe qui fait dans le management sportif. Et à côté de Cobra Service, nous avons l'Espagnol de Barcelone qui nous fournira des techniciens qui viendront
d'Espagne pour ceux qui ont des détections, donc des préparateurs physiques, des coachs, des entraîneurs, voilà. Donc ça veut dire que tous les jeunes détectés pour cette édition iront direction Espagne ou Pas nécessairement. Pas forcément. Puisque notre partenaire, c'est Cobra Service. Il est basé aussi bien en Espagne qu'en République tchèque. Donc ces jeunes qui seront détectés, certains iront dans des pays comme la République tchèque, l'Autriche, le Danemark pour passer des essais dans des clubs. Voilà. Est-ce qu'on a déjà des jeunes comme ça qui ont été détectés par... Ah oui, nous avons plusieurs jeunes. Au niveau de la Bolivie, je pense bien qu'on a 6. Au niveau de la République tchèque, on a 4. En France, on a 1 joueur. En Angleterre, on a 5, mais ils ne sont pas encore partis. On est en train de des formalités administratives. Voilà, et le rapport avec les parents, est-ce que souvent vous trouvez les parents qui comprennent Au début, comme vous le disiez, les parents sont souvent réticents. Moi-même, quand le président de l'ONG Wami s'était rapproché, moi, je trouvais ça réticent parce que j'étais réticente parce que je m'étais fait arnaquer concernant le petit. Et du coup, après, j'ai eu des garanties. J'ai confié l'enfant et j'ai vu les résultats. Donc aujourd'hui, moi, je suis un témoin vivant pour dire aux gens, aux parents, n'hésitez pas. C'est une opportunité qui est là. Inscrivez les enfants, ils iront se faire détecter. Ceux qui auront la chance d'être pris, les démarches administratives seront faites pour que les enfants soient intégrés dans les clubs. Et pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller à l'extérieur, il y a des clubs ici au niveau du Gabon. Pour qu'ils ne perdent pas la qualité de leur jeu, on va les insérer dans les clubs. En parlant justement des clubs au niveau de Gabon, vous avez parlé de partenariats avec des organismes internationaux. Est-ce qu'au niveau de Gabon, il y a également des partenariats qui se font avec les clubs locaux? Bien sûr, nous travaillons avec les différentes ligues. Comme je disais, déjà depuis 5 ans, nous essayons de faire des détections. Nous sommes allés à Mouila, nous étions à Ndindé, à Lambaréné. Là, nous avons le projet d'aller à Port-Gentil, avant la grande détection en décembre. Nous avons le projet d'aller à Port-Gentil et à Franceville pour détecter effectivement ces jeunes-là. Donc nous travaillons en état de collaboration avec la fédération, avec les ligues provinciales, notamment la Ligue de l'Estuaire et les autres ligues. Donc pour les jeunes qui vont être détectés, peut-être qu'ils n'auront pas la chance de signer en Europe, certainement ils vont revenir au Gabon, ces jeunes, au lieu de les laisser dans la nature comme ça, nous aurons la possibilité de les insérer dans des clubs de... Est-ce que c'est déjà le cas? Actuellement, nous avons fait signer 3 jeunes du côté de Athletic Club de Lambaréné, l'ancien Pélican. Ouais. Voilà, nous avons 3 jeunes, notamment le jeune Niatsi, que nous avons fait signer à Pélican. Donc c'est un peu le projet que nous avons au niveau de Wami Talent. Et nous avons pour le futur également le projet d'ouvrir notre propre club au niveau local, c'est-à-dire pour tous ces jeunes qui vont être détectés dans les 9 provinces du Gabon. Nous voulons les baser à Mouila, où nous allons ouvrir un centre, parce qu'il faut comprendre que le Wami Talent, c'est à 2 volets. Il y a l'aspect footballistique, sinon l'aspect sportif, mais aussi le côté éducatif. Donc tous ces jeunes que nous recrutons, que nous entretenons, vont automatiquement être scolarisés, même pour ceux qui ont arrêté d'aller à l'école. Voilà. D'accord, dites-moi, est-ce que si par exemple j'ai détecté un jeune pour qu'il joue au foot et on s'est rendu compte que le jeune, le foot ne l'aime pas, même s'il aime le foot ne l'aime pas, est-ce que là il y a des orientations? Est-ce que vous avez des partenariats, par exemple, avec des centres de formation pour pouvoir orienter ces jeunes? Parce qu'il faut le dire, même si tout le monde veut jouer au foot, mais tout le monde ne va pas forcément réussir dans le foot. Oui. C'est le message que nous donnons aux jeunes, déjà, que le football, c'est bien, mais avoir aussi une formation, c'est mieux. Parce qu'au-delà du football, vous savez, une carrière de football, ça va très vite. Du jour au lendemain, tu peux te blesser et puis voilà, tu arrêtes de jouer au football. Donc du coup, il faut avoir une petite formation qui te permet, l'après-football, c'est toujours important. Donc du coup, c'est le discours que nous tenons aux jeunes. Quand ça ne marche pas en termes de football, il y a le côté professionnel qui est là. Donc, on a une étroite collaboration avec des structures professionnelles, et effectivement. Donc le projet, c'est celui-là. Inscrire les enfants dans les centres de formation pour ceux qui ne peuvent plus repartir à l'école pour l'enseignement général et en même temps faire du sport-études. Voilà. D'accord, on veut comprendre, quand on parle de financement, on veut comprendre parce que c'est bien beau tout ce que vous dites. Aujourd'hui, vous n'avez pas de partenaire, vous faites appel à différents partenaires, toutes les personnes qui peuvent vous aider. Mais aujourd'hui, comment vous faites pour fonctionner? Comment les caisses de l'ONG sont renflouées? C'est quoi la stratégie? Déjà, au sein de notre ONG, nous avons des cotisations mensuelles. D'accord. Chaque membre verse une cotisation mensuelle. D'accord. Nous avons des cotisations, nous avons aussi les personnes de bonne volonté qui adhèrent. Nous avons des parents, des jeunes qu'on a déjà aidés qui adhèrent à cette perspective et qui nous versent qui nous aident financièrement.
D'accord. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, par exemple, vous adhérez à cette ONG? Déjà, le concept. D'accord. Aider les jeunes des milieux défavorisés. D'accord. La mairesse de 22, si vous me permettez, dit souvent quelque chose. Aider un jeune, c'est aider une famille. D'accord. Il y a des jeunes, comme vous dites, ils ont du talent. Malheureusement, il n'y a pas les fonds pour les propulser. Et c'est un concept qui m'a vraiment touchée parce que je suis naturellement sensible. Ça m'a touchée. C'est ça, être une mère. Oui. Et je me suis dit, bon, moi-même, je suis passée par là. L'enfant a eu beaucoup de difficultés. Cette ONG a propulsé l'enfant. C'est vrai qu'il est rentré. Après, j'ai eu quelqu'un d'autre de très bonne foi qui a pris les démarches à sa charge. Et puis, je me dis, bon, aujourd'hui, je peux donner de mon temps au niveau de l'ONG. Je peux convaincre les parents. Je peux dire aux enfants qui nous regardent que c'est pas une illusion. C'est réel. Il y a beaucoup qui jouent aujourd'hui à l'étranger grâce à l'ONG Wami Talent. Et concernant l'argent, j'ai un numéro pour toutes les personnes, pour tous les enfants qui veulent s'inscrire. D'accord. Qui veulent payer leurs frais de participation. Vous permettez que je donne le numéro? On va vous permettre, parce qu'on est dans le social, on va vous permettre rapidement de donner votre numéro pour permettre aux gens de s'inscrire. Parce que c'est aussi ça, c'est notre contribution. D'accord, donc c'est le 074 40 94 35. D'accord, vous pouvez répéter. Dépôt RTL Monnaie 074 40 94 35. D'accord. Sur Multisport 24, il n'y a pas que de foot, le reste de l'actualité, c'est maintenant. L'hégémonie du Sénégal sur le beach soccer se poursuit en Afrique. Ce vendredi 28 octobre, les Lions du Sénégal ont remporté la 7e CAN de leur histoire en dominant l'Égypte en finale 6 tirs au but contre 5 au terme des matchs nuls soldés par 2 buts partout. Les champions d'Afrique et leurs adversaires sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2023. Absent pendant un peu plus d'un mois après une blessure, Victor Osimhen est très efficace depuis son retour. Le Nigérian a marqué à chacune de ses apparitions en octobre et reste sur un triplé en Serie A avec Naples, solide leader. Le voilà en tête du classement des buteurs. Point de triomphalisme dans le discours d'Arthur Rinderknecht, le nouveau numéro 1 français au classement ATP cette semaine. À l'en croire, il serait presque arrivé là par hasard. Certes, le natif de Gassin dans le Var ressent beaucoup de fierté, mais il tient aussi à relativiser en toute humilité la portée de cette performance en attendant l'avènement d'une nouvelle génération dorée du tennis français. C'est un autre grand nom qui va s'ajouter à la longue liste des retraités de prestige en cette année 2022. Toutefois, contrairement à Vincenzo Nibali ou Philippe Gilbert, la décision n'est pas voulue pour Sonny Colbrelli, contraint de s'arrêter après des problèmes de santé. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Italien annoncera la fin de sa carrière le 15 novembre prochain. Voilà, c'était le reste de l'actualité sportive. Donc, on continue avec nos invités qui sont là sur le plateau pour parler de la tranche d'âge choisie pour cette détection de décembre prochain. On parle de 14-18. Or, souvent, on nous conseille de pratiquer le sport souvent un peu plus tôt. Parfois même on demande de commencer même à 5 ans. Et là, on a 14-18, pourquoi pas un peu plus jeune. Moins de 14 ans, il est difficile pour nous au niveau des formalités administratives parce que les enfants sont encore, ils sont très petits et c'est plus compliqué pour nous. D'accord. Et je voudrais savoir, c'est vrai que l'ONG, vous dites qu'il y a aspect foot, école. Est-ce que cette mentalité, cette manière de faire traverse également les océans? C'est-à-dire quand l'enfant va en Espagne, par exemple, est-ce que là-bas, il fait toujours foot-école ou bien il se concentre uniquement sur le football? Oui, c'est l'obligation pour... déjà, c'est le premier aspect. Tous les partenaires, tous les clubs, notre partenaire Cobra Service, déjà, le premier aspect, c'est l'enfant doit être scolarisé. Voilà. Donc, avant que l'enfant aille en Europe, nous devons envoyer une documentation où il y a ses bulletins, les notes, voilà. Donc, l'aspect éducationnel est très important. Voilà. Quand il arrive automatiquement en Europe, il doit être scolarisé. Donc, il fait du sport études. D'accord. Voilà. Comme vous le savez, sur notre émission Multisport 24, il y a cette rubrique consacrée à Règles de sport. Et Règles de sport de cette semaine est consacrée au kickboxing.
Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro des règles du sport consacré au kickboxing. Cette discipline martiale pratiquée au Gabon est très appréciée par la jeunesse. Avec nous pour en parler, Maître Ebozo, Tolo Ebozo. Il est ceinture noire, premier degré en kickboxing et surtout fonctionnaire de l'association Kamikaze Contact Combat. Allez, on y va, les explications. Le kickboxing, c'est un sport de combat moderne, inventé en 1960 aux États-Unis. Il y a 3 rounds de 2 minutes. Donc, si quand le temps est écoulé, si tu as tapé, par exemple, tu as atteint un quota de, par exemple, 25 points, et ton adversaire, il a fait 15 points, donc celui qui a 25 points, il est déclaré vainqueur. Alors maître, combien de types de kickboxing existent-ils? Explication. Nous avons 2 types de kickboxing. Nous avons le kickboxing américain et le kickboxing japonais. Le kickboxing américain, c'est un kickboxing où on utilise les poings et les pieds. Et par contre, le kickboxing japonais, on ajoute les coudes et les genoux. Quelles sont donc les parties qui confèrent des points dans la discipline? Explication. Les parties qui confèrent des points où on doit taper en kickboxing. Donc, nous pouvons taper au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse, on tape au niveau du flanc. On tape au niveau du ventre, donc au plexus ici, et au niveau de la tête, donc à la mâchoire et au menton. Voilà. Voilà mon adversaire. Voilà quelqu'un. Voilà les parties où on tape en kickboxing. Les parties où on tape en kickboxing, on tape au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse. On tape au niveau du ventre, du plexus. On tape au niveau du flanc, on tape au niveau du flanc, on tape au niveau de la mâchoire. Et qu'en est-il des parties interdites de frappe? Explication. Les parties où on ne doit pas taper en kickboxing. On ne doit pas taper au niveau du sexe. Voilà pourquoi les kickboxers ont toujours des protèges qu'on appelle la coquille. On ne doit pas taper lorsque son adversaire a le dos tourné. Par exemple, il a pu faire l'enchaînement et il s'est retrouvé de dos. Taper de dos, ça ne se fait pas. Les parties justement où on ne tape pas en kickboxing. On ne tape pas, premièrement, surtout à ne pas taper au niveau du sexe. On ne tape pas au niveau du sexe, voilà pourquoi les kickboxers portent toujours des coquilles. On ne tape pas au niveau des genoux, on ne tape pas au niveau de la ceinture. On ne tape pas au niveau de la ceinture, on ne tape pas au niveau du cou, on ne tape pas au niveau de la gorge, on ne tape pas à la nuque. Vous pouvez vous retourner, on ne tape pas à la nuque aussi. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué. Nous espérons que le kickboxing n'a plus grand secret pour vous. Allez, on se dit au revoir pour un nouveau numéro. Oups, j'avais oublié. Retenez également que le kickboxing a besoin d'un physique athlétiquement prêt. Raison pour laquelle je vais sculpter le mien. Allez, merci Andy Sono-Obiang pour toutes ces explications. Aujourd'hui, le kickboxing n'a plus de secret pour nous. On va terminer avec nos invités pour poser cette question parce qu'on a dit, comme on a comme l'impression que les jeunes sont entretenus seulement quand il y a des détections. Est-ce qu'au quotidien, il y a un travail qui est fait pour entretenir ces jeunes? Oui, il y a un travail qui est fait. Il y a des séances d'entraînement au niveau de la plage de lycée Lamba. D'accord. Et on a aussi des séances de travail avec ces jeunes au niveau du stade des Sassa. D'accord. Et nous organisons aussi nous organisons des matchs avec les équipes déjà avec les clubs qui sont déjà sur place ici au niveau de Libreville. D'accord. Et je pense bien que c'est au sortir de ces matchs que les 3 qui sont allés à Atlético de Lambaréné ont été cooptés. D'accord. Et puis les 5 qui sont en attente également sont constamment là-bas pour essayer de garder la forme. Oui, on les fait travailler parce qu'on n'aimerait pas qu'ils se sentent fatigués une fois arrivés en Europe.
D'accord. Voilà. Et peut-être pour terminer avec vous, avant de nous rappeler les dates, quelle serait pour vous votre fierté? La fierté, ce serait de voir un produit de Wami Talent Omnisport signé dans un club de renommée internationale, briller à l'étranger, et puis voilà, défendre les couleurs nationales du Gabon dans toutes les catégories. Voilà, c'est sur la fierté pour nous. Voilà, un travail accompli, et puis voilà. Et puis justement, est-ce que dans la signature de contrat, il y a une quote-part qui devrait revenir à l'ONG? Bien évidemment, nous avons des règlements et des statuts. Ensuite, lorsque le jeune est capté, nous faisons signer avec la complicité des parents un contrat à ce jeune homme-là. Et ensuite, avec nos partenaires étrangers, lors de la revente du joueur et tout, forcément, l'ONG Wami Talent a des pourcentages. C'est ces pourcentages qui nous permettent d'organiser d'autres détections, qui nous permettent d'entretenir d'autres jeunes qui sont ici. Voilà. Alors dites-nous rapidement, peut-être pour nous rappeler les dates. Bien, déjà rappeler que la détection aura lieu au mois de décembre, celui 13 au 20 décembre, à Libreville. Décembre 2022. 2022, oui. Et les sites retenus sont le stade de Nzayon et le stade de la cité Komilonga au Vendo. D'accord, merci. Les 2 premiers jours seront pour la détection, donc les jeunes qui viendront en masse, ils vont être détectés pendant les 2 premières journées, et le reste de la semaine, nous allons faire ce qu'on appelle le camp d'entraînement. C'est à travers ce camp qu'ils vont dénicher les perles rares. D'accord, merci, on l'espère, on souhaite bon vent et puis on espère que Gabon 24 va être avec vous pour essayer de couvrir cet événement, pour nous donner un éclat particulier. Merci, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Ruth Christelle Anguet, vous êtes trésorière générale de l'ONG Wami Talent Omnisport. Avec vous, il y avait M. Alban Kroll Mayombo, voilà, secrétaire général de l'ONG Wami Talent Omnisport. On vous souhaite bon vent et merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui remercions Gabon 24 pour l'opportunité que vous offrez à Wami Talent de vulgariser nos activités. De toute façon, c'est toujours un plaisir. Voilà, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et certainement avec des bonnes nouvelles de nos taekwondoïstes qui se préparent pour la Coupe du Monde au Mexique. Ciao, ciao.